nous avons construit un portail vers une étoile, située à 1470 années-lumière de la Terre. Louis, peux-tu venir un instant? Oui, bien sûr, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je surveillais l'étoile Tabi et j'ai détecté des oscillations totalement inconnues. Elles sont incroyablement puissantes et ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Tu es sûr que ce ne sont pas des interférences ou une erreur dans les instruments? J'aimerais bien, mais j'ai vérifié les données plusieurs fois et je suis certain que ces oscillations sont réelles. Il semble qu'elles proviennent de l'étoile Tabi, notre voisine la plus proche. Mon Dieu, c'est incroyable. Cela pourrait-il être un signal extraterrestre? Crois-tu que nous assistons à un contact avec une civilisation extraterrestre? Je ne sais pas, Louis, mais nous ne pouvons écarter aucune possibilité. C'est un signal si complexe et inconnu que son origine pourrait être totalement différente de tout ce que nous connaissons. Nous devons l'étudier minutieusement et envisager toutes les conséquences possibles. Il pourrait contenir un code que nous ne pouvons pas encore comprendre. Cela nécessite une investigation approfondie. Pierre, c'est à la fois fascinant et effrayant. Si c'est un message d'une civilisation avancée, que signifie-t-il pour l'humanité? Quelles pourraient être leurs intentions? C'est difficile à dire, Louis. Cela pourrait être une découverte qui change notre compréhension de l'univers. Ou bien le début d'un chemin inconnu et dangereux. Quelle que soit la vérité, nous devons agir avec prudence et nous préparer à l'inconnu. Le 2 décembre 1987, le réseau spatial profond français a reçu une transmission en provenance de l'espace. Le signal, d'abord capté par le radiotélescope de Nancy, a rapidement été confirmé par d'autres instruments du réseau. Ce signal, qui se répétait chaque jour pendant environ 2 semaines, provenait de l'étoile aujourd'hui connue sous le nom de Tabi. Cette étoile de la séquence principale de type F, située dans la constellation du Cygne, à environ 1470 années-lumière de la Terre, a intrigué les scientifiques depuis que les astronomes amateurs, dans le cadre du projet « Les chasseurs d'étoiles », ont découvert des variations lumineuses étranges, dont une diminution de la luminosité allant jusqu'à 22%. Ces observations ont plongé la communauté scientifique dans l'embarras, car aucun phénomène naturel connu ne pouvait expliquer une telle baisse de luminosité. Cependant, Pierre et son équipe n'étaient pas aussi surpris, compte tenu de la nature du signal. Ils étaient convaincus que l'obscurcissement de l'étoile Tabi était causé par un objet artificiel, tel qu'un essaim de Dyson. La transmission contenait 2 ensembles de données. Le premier était un dessin mathématique d'une immense structure rectangulaire, ressemblant à un cadre de portail. Le second était une date déchiffrée à l'aide d'une série d'illustrations du système solaire, où les orbites des planètes autour du Soleil étaient utilisées pour indiquer le temps. Il leur a fallu 1 semaine pour déterminer la date, le 18 novembre 2019, mais ils ne pouvaient pas prédire ce qui se passerait ce jour-là. Pendant des décennies, ils ont tenté de construire la structure du portail selon les plans mathématiques. Et plusieurs fois, ils ont failli perdre leur financement, surtout après la chute de l'Union soviétique. Mais ils ont continué lentement et sûrement. Et lorsque l'étoile Tabi a commencé à apparaître dans les médias, ils ont enfin terminé la construction. Ce portail, situé au centre de leurs installations en Sibérie, dans un endroit reculé, était grandiose. Il n'avait aucune caractéristique visible, à l'exception d'une ouverture au sommet, mais il était constitué de milliards de chaînes complexes, refroidies à des températures extrêmement basses et alimentées par un petit réacteur nucléaire. Malgré l'atmosphère froide du site et le climat rigoureux à l'extérieur, Pierre transpirait lorsqu'il s'apprêtait à allumer l'appareil pour la première fois. « Vous êtes prêts, les gars ?»
demanda-t-il en appuyant sur l'interrupteur. Mais rien ne se produisit. Peu importe leur tentative, ils ne purent faire fonctionner le portail pendant des années. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était le surveiller. C'était frustrant, surtout après tout le travail acharné qu'ils avaient consacré au projet. Leur dernier espoir restait cette mystérieuse date. Et lorsque ce jour est arrivé, tout a changé. Le 18 novembre 2019, à 11h54, un objet est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de l'océan Pacifique. Pour les astronomes du monde entier, cet objet ressemblait à un petit météore. Cependant, Pierre et son équipe savaient que ce n'était pas le cas et ont envoyé un sous-marin de classe Alpha avec un équipage à l'endroit de l'impact. L'objet s'est écrasé sur une île inhabitée dans l'archipel des îles Auckland. Pierre se sentait irréel en foulant cette terre, car il ignorait quel artefact extraterrestre ils allaient y découvrir. Lorsqu'ils sont arrivés, il était à l'aube, et les oiseaux qui tournaient au-dessus de l'île donnaient à Pierre des frissons. Quelques minutes plus tard, ils ont trouvé l'objet dans un cratère causé par l'impact. C'était une sphère de la taille d'une boule de billard, et sa surface ressemblait à celle de la gigantesque structure construite en Sibérie. Cependant, contrairement à cette dernière, cette sphère sombre était active, ce qu'ils comprirent seulement après coup, car son activité était à peine perceptible. « Silence !» ordonna Pierre aux soldats qui avaient débarqué avec lui. « Vous entendez ça ?» Personne ne bougeait autour du cratère, mais soudain, ils entendirent l'écho de pas lents émanant de la sphère. Ce n'était pas un enregistrement, mais un son qui semblait se produire devant eux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les pas s'arrêtèrent une minute, puis reprirent et disparurent. Ensuite, autant qu'ils pouvaient l'entendre, le silence revint sur l'île balayée par le vent. Un soldat courageux se porta volontaire pour toucher la sphère, assurant sa sécurité, et ils la déplacèrent sur le sous-marin. Elle était plus légère qu'elle ne le paraissait, ce qui pouvait indiquer qu'elle était creuse. Tout le chemin du retour en Russie, Pierre resta assis à côté de la sphère, l'écoutant attentivement. Habituellement, elle restait silencieuse, mais parfois il entendait un écho, semblable à celui du métal, frottant contre du métal. Bien qu'il ne puisse expliquer ce qu'il entendait, ce son lui semblait inquiétant et présageait un danger. Lorsqu'ils retournèrent sur le site, ils découvrirent que la sphère s'adaptait parfaitement à l'ouverture au sommet de la structure. C'était la dernière pièce manquante pour activer le portail. Elle a voyagé à travers l'espace pendant plus de 1000 ans, dit son collègue et ami Louis. C'est incroyable, mais Pierre, tu as vraiment entendu des pas venant de la sphère? Pierre hocha simplement la tête. Incroyable, dit Sophie, l'ingénieure en chef. Tu as entendu les pas des extraterrestres qui ont peut-être plus de 1000 ans. Pierre se racla la gorge. Je ne suis pas sûr que ces sons soient des enregistrements, dit-il en regardant les yeux inquiets de son collègue. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune répétition. Chaque son que nous avons entendu était unique et s'est produit après plusieurs heures. Tu veux dire que ce bruit est lié à la fonction de cette sphère noire? Louis avait du mal à saisir le concept. La structure est manifestement destinée à être un portail, et cette sphère est probablement la clé pour l'activer en reliant notre monde au leur. Tu veux dire que cette chose est déjà connectée, dit Sophie, mais elle ne termina pas sa phrase. Pierre mordit nerveusement sa lèvre, essayant de rassembler ses pensées. Si je devais deviner, je dirais qu'elle est connectée au niveau quantique à un objet identique de l'autre côté, ce qui nous permet d'entendre, d'une manière ou d'une autre,
ce qui se passe à 1000 années-lumière en temps réel. Et bien que nous ne sachions pas comment cela fonctionne, je pense que c'est grâce à cet enchevêtrement que la sphère nous permettra d'y accéder, si nous la plaçons dans l'ouverture au sommet de la structure. Tous ressentir la pression du destin, peut-être celui de l'humanité, sur leurs épaules. Si c'est le cas, la connexion fonctionne dans les deux sens. Tu veux dire qu'ils peuvent nous entendre? Immédiatement, ils commencèrent à installer une enceinte insonorisée autour de la sphère, afin de pouvoir observer son activité sans qu'elle ne puisse les observer ni les entendre. Tandis qu'ils l'étudiaient, cherchant à trouver autant d'indices que possible sur ce à quoi s'attendre de l'autre côté, ils commencèrent à discuter de ce qu'il fallait faire ensuite. À ce stade, les hauts gradés des forces spatiales françaises, voire même du gouvernement, commencèrent à manifester un immense intérêt pour leur petite équipe d'ingénieurs et de chercheurs, à court de financement. Des diplomates et des généraux furent envoyés, désireux de participer aux décisions sur la manière de procéder. Pierre ne voulait pas être mêlé à la politique, mais il devint rapidement le centre de l'attention. Leurs recherches ne pouvaient pas avancer. Son équipe souhaitait étudier la sphère pendant encore 2 ans, avant de la placer dans la structure, pour en apprendre le plus possible et s'assurer de la sécurité. Mais les généraux, préoccupés uniquement par leur carrière, ne voulaient bien pas rester les bras croisés. Les recherches sur la sphère ne durèrent que quelques mois, et en fin de compte, bien qu'ils n'entendèrent toujours que des grincements métalliques étranges provenant de la sphère, un plan très simple fut adopté. Installer la sphère, envoyer une sonde, puis, si cela s'avérait sûr, envoyer une équipe à travers le portail supposé. Ils n'ont pas tenu compte des avertissements de Pierre, qui leur conseillait de ne pas se précipiter. Mais au moins, ils prirent la menace potentielle suffisamment au sérieux pour s'y préparer, comme demandé, puisqu'ils ne savaient presque rien des êtres qui leur avaient envoyé la sphère, à part qu'ils étaient 1000 fois plus avancés que les humains. Ils n'avaient d'autre choix que de se préparer au pire avec l'arme la plus puissante connue de l'humanité, une bombe thermonucléaire. La vue du complexe de missiles PC-28 Sarmat roulant sur le site avant l'ouverture du portail était à la fois intimidante et impressionnante. Si quelque chose de hostile apparaissait de l'autre côté, la bombe exploserait et détruirait tout dans la zone. À la mi-juin de cette année, une grue souleva la sphère au sommet de la structure. Pierre se tenait aux côtés de Louis et du reste de son équipe, dangereusement proche de la bombe thermonucléaire. Pierre regarda les jeunes soldats debout près de la bombe, chargés de l'activer en cas de besoin, et se demanda s'ils étaient réellement prêts à mourir à un si jeune âge. La structure était entourée de gardes militaires avec des chiens, tandis que les généraux se tenaient sur une plateforme d'observation improvisée à quelques centaines de mètres de là. Ils prévoyaient d'envoyer un rover fourni par le CNES. Les protocoles sont activés pour envoyer la sonde à travers le portail. Une voix féminine résonna dans le haut-parleur, échoant dans la pièce froide. Il y avait peu d'isolation phonique autour de la sphère pour empêcher le bruit. Il ne restait plus qu'à continuer la mission le plus rapidement possible. Cela signifiait que tout ce qui était dit de ce côté, en particulier les instructions transmises par haut-parleur, pouvait être entendu de l'autre côté. C'était imprudent, pour dire le moins. Comme prévu, la sphère s'adaptait parfaitement à l'ouverture au sommet de la structure. Personne ne savait à quoi s'attendre, mais tout le monde attendait quelque chose. Un silence s'installa. Personne n'osait respirer, mais rien ne se produisit. Un instant,
Ils pensèrent que quelque chose avait mal tourné. Puis les chiens commencèrent à aboyer comme de fous. Les poils de la nuque de Pierre se dressèrent, car cela signifiait que quelque chose s'était produit, mais ils ne pouvaient pas le ressentir. Soudain, l'un des chiens réussit à se libérer de sa laisse et courut vers l'entrée. Le soldat responsable se mit à courir après lui, criant pour qu'il s'arrête, mais le chien ne l'écoutait pas. Et puis, quand il traversa le portail, il disparut. Un soupir collectif se fit entendre à travers toute l'installation, suivi d'un murmure inquiet. Le portail était manifestement ouvert. Ce chien venait de parcourir plus de 1000 années-lumière. Personne ne parla pendant plusieurs minutes, essayant en vain d'entendre le chien à travers la sphère. Puis l'un des généraux dit avec autorité dans le haut-parleur « Envoyez la sonde ». Le rover disparut, tout comme le chien. Tous les yeux étaient rivés sur les écrans muraux, pleins d'attente et de tension. Il a été connecté au rover par un câble qui semblait maintenant flotter dans les airs, tout seul. Rien, seulement un bruit provenant de la sphère, puis de nouveau le silence. Pierre avala sa salive, anxieux. Ils discutèrent de ce qui aurait pu se passer, mais bien sûr, il n'y avait aucun moyen de le savoir. On suggéra que le rover avait peut-être accidentellement chuté, et faute de meilleures idées, cette hypothèse fut acceptée. Ensuite, ils installèrent une caméra sur une tige métallique et la glissèrent dans le portail. 15 minutes plus tard, ils la retirèrent et purent enfin voir, pour la première fois, ce qu'il y avait de l'autre côté. L'enregistrement était fortement déformé et ne montrait pas grand-chose. Il semblait que la caméra avait été exposée à une sorte de radiation, bien qu'aucune radiation n'ait été détectée. Mais il était clair que de l'autre côté s'étendait un vaste espace ouvert. Le terrain n'était trop plat pour être naturel, et au loin, on pouvait distinguer des ombres qui pouvaient être des bâtiments. Rien de ce qui avait été vu n'expliquait ce qui était arrivé au rover, et le chien n'était pas visible non plus. Pierre insista pour que Louis soit inclus dans l'équipe qu'ils avaient décidé d'envoyer à travers le portail. Comme il était en fauteuil roulant, le général commandant considérait qu'il était un fardeau pour le reste de l'équipe, mais Pierre le convainquit que son expertise en exobiologie était absolument nécessaire. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Après l'accident du vaisseau spatial Soyuz T5, qui avait laissé Louis en fauteuil roulant, il avait consacré presque toute sa vie à ce projet ultra secret. Que je sois damné si on n'autorise pas mon meilleur ami à voir les fruits de son propre travail, pensa Pierre. Et c'est avec fierté qu'il aida Louis à enfiler sa combinaison spatiale. Tu vas enfin devenir l'astronaute que tu aurais toujours dû être, dit-il en souriant. Nous allons à nouveau entrer dans l'histoire, comme nous l'avons fait autrefois, pour la patrie, n'est-ce pas, ajouta-t-il en riant, jusqu'à ce qu'une quinte de tout l'interrompe. Je pense que j'aurai besoin d'un verre après ça, mon cher ami. Nous l'avons bien mérité. En plus de Pierre et de sa petite équipe de scientifiques, une unité de force spéciale, hautement qualifiée, fut désignée pour les assister. Mais pour Pierre, leur présence n'ajoutait pas à la confiance. Quoi que ce soit qui les attendait de l'autre côté, si c'était hostile, ils n'avaient aucune chance de survie. Ils n'étaient que de petites fourmis entrant par la porte principale d'une maison qui était au-delà de leur compréhension. Cependant, debout devant les grands portails, tous en équipement de protection, ce sentiment s'améliora un peu. Pendant que Pierre et les autres faisaient signe aux généraux sur la plateforme d'observation, un chœur féminin chantait l'hymne national. « Tout ça, c'est du théâtre », murmura Pierre à Louis, en lui tapotant l'épaule.
C'est juste pour cacher à quel point nous sommes insignifiants face aux anciens mystères que nous allons bientôt dévoiler. « Ne le dis pas », répondit Louis, l'un des soldats des forces spéciales, debout à côté de Pierre, luttait avec sa combinaison spatiale pour se signer. Pierre hocha simplement la tête et sourit, essayant de lui inspirer confiance. Il n'avait pas besoin de savoir que leurs armes seraient inutiles. « En avant, soldats, soyez fiers de la France et de toute l'humanité », dit le général, essayant de relever le moral des troupes. Pierre prit une profonde inspiration. Louis saisit les roues de son fauteuil et se dirigea vers l'entrée. Pierre resta un instant, jetant un dernier regard aux gens derrière lui. Le fait que dans quelques minutes, il serait à 1000 années-lumière de la Terre était presque inconcevable. « Pierre, c'est l'heure. Nous devons y aller. » Le scientifique l'aida à transporter la boîte métallique contenant l'équipement, ce qui le faisait se sentir un peu plus protégé. Bien que la combinaison spatiale le protégeait du froid, il ressentait quand même la température extrême émanant des portes glacées. La visière dorée de son casque s'embua rapidement de son souffle froid. Tous s'arrêtèrent juste devant le seuil invisible, et ce moment semblait éternel. Tout ce qu'ils voyaient au-delà du portail, c'était le mur de l'autre côté de l'installation. Il n'y avait aucun signe visuel, pas la moindre vibration dans l'air, ce qui rendait l'événement à venir encore plus difficile à appréhender. Personne ne dit rien. Les forces spéciales vérifièrent que leurs armes étaient prêtes à tirer. Pierre regarda Sophie, mais il ne pouvait pas voir son visage à travers la visière. « Eh bien, ça y est », finit par dire Louis. « Bonne chance à tous, camarades. » Ce furent les derniers mots qu'ils entendirent de ce côté-ci, et ils franchirent le seuil. La transition fut fluide. Seul un grésillement dans la radio signalait que quelque chose s'était produit, rompant le contact avec la Terre. Pour une raison quelconque, les signaux radio ne pouvaient ni pas traverser le portail. Ils furent accueillis par un spectacle magnifique. Une étoile, visible à travers un dôme orange craquelé, illuminait un paysage urbain sombre et silencieux, rempli de gratte-ciel plus haut que tout ce qui avait jamais été construit sur Terre. Tous les bâtiments étaient des silhouettes noires contre le soleil levant. Au-delà du dôme, dans l'espace, flottaient des tonnes de métal tordu et d'énormes débris de structures détruites. Deux choses devinrent immédiatement claires lorsqu'ils virent cela. Ils se trouvaient sur une plateforme spatiale suffisamment grande pour avoir sa propre gravité. Et à un moment donné, après que le message ait été envoyé à la Terre, toute la civilisation avait été soit abandonnée, soit détruite. Une autre plateforme gigantesque apparut à l'horizon, s'élevant solennellement comme une fleur noire, projetant une ombre hexagonale géante sur toute l'équipe. Elle semblait avoir été déchirée en deux, peut-être par des forces inimaginables, laissant passer un rayon de soleil qui éclairait le paysage devant eux. Soudain, de grandes marches apparurent derrière le portail, et le rover qu'ils avaient envoyé s'écrasa au sol en contrebas. Le portail était situé au bord d'une grande place ovale entourée de portails identiques, indiquant que la civilisation qui les avait construits avait envoyé de nombreux messages aux étoiles et attendait patiemment des réponses. Le chien courut vers eux depuis le centre de la place, montrant que la plateforme était sous pression et remplie d'oxygène. Cependant, il était impensable de retirer leur casque, car ils ne savaient pas quels autres gaz ou pathogènes pouvaient rester dans l'atmosphère. Tous descendirent les marches, Pierre aidant Louis, et ils inspectèrent le rover. Comme ils l'avaient supposé, il était tombé des marches
Mais sa coque présentait également de minuscules trous dont l'origine restait un mystère. Le chien remuait la queue en s'approchant d'eux. L'un des soldats des forces spéciales se pencha, lui caressa la tête et vérifia son collier. Bonne fille, elle s'appelle Alena, une vraie héroïne. J'ai un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Que s'est-il passé ici? Tous ces portails attendent de se connecter à un monde lointain. Regarde. Pierre pointa un portail de l'autre côté de la place. Ils sont détruits, comme si quelque chose les avait anéantis. Bien que l'instinct de Pierre lui disait de s'éloigner de cet endroit abandonné et de retourner sur Terre, sa curiosité scientifique le poussait à aller de l'avant. En effet, les portails étaient en ruine, apparemment à cause d'une explosion. Il regarda de nouveau leur propre portail, par lequel ils étaient arrivés, étrangers à l'environnement, et pensa que s'il arrivait quelque chose à celui-ci, ils seraient abandonnés plus loin de chez eux que quiconque dans l'histoire de l'humanité. Pierre appela Louis à la radio. Il était à quelques centaines de mètres de lui. « Regarde, il y a des ossements énormes ici. Ils semblent fossilisés et éparpillés sur le sol. » Sophie se précipita pour rassembler quelques fragments, tandis que les forces spéciales patrouillaient la zone. Des centaines de petits trous couvraient les fossiles fragiles, comme s'ils avaient été dévorés par des vers à un moment donné. « Ça ressemble à une partie d'un squelette humain, » dit Pierre, montrant un morceau de la taille d'un poing. « C'est vraiment intéressant. Leur taille pourrait expliquer pourquoi les portails sont si grands. Peut-être ont-ils utilisé leur propre dimension comme référence. J'ai une théorie. Tous ces portails ont dû être construits pour communiquer avec des mondes potentiellement civilisés. Mais ces portails, en particulier, ne penses-tu pas qu'ils se sont simplement effondrés avec le temps, en raison de causes naturelles? Peut-être qu'ils ont invité quelque chose qui s'est avéré plus fort que les êtres qui ont tout construit. » Pierre prit une grande inspiration. « Si c'est le cas, la question est de savoir ce qui est arrivé à ceux qui les ont détruits, » conclut Louis, provoquant un frisson dans le dos de Pierre. « Je pense que nous ferions mieux de rentrer, » commença Sophie. Mais elle fut interrompue par un soldat des forces spéciales qui leur cria de le suivre. D'une des larges rues désertes menant à la place, une silhouette de la taille d'un bâtiment apparut. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle boitait vers eux, se rapprochant lentement de la lumière. Rien qu'en regardant sa lenteur, Pierre comprit que c'était la source des pas qu'il avait entendus à travers la sphère. Mon Dieu, c'est énorme. La créature avait un corps gris et maigre, couvert de trous saignants. Sa tête énorme rappelait le fossile trouvé au sol, avec une dizaine de petits yeux couvrant tout le visage. Elle n'avait ni bouche ni nez, seulement des yeux qui ne clignaient jamais. Elle agitait ses longs bras comme pour les chasser, mais il était impossible de dire si elle montrait de l'agressivité. Mon Dieu, c'est une abomination. Le chien aboya furieusement, et les soldats des forces spéciales, paniqués, se préparèrent à tirer. Pierre saisit le fauteuil de Louis et cria à tout le monde de retourner au portail. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, la créature extraterrestre s'effondra, soulevant un nuage de poussière. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent silencieux, observant le corps apparemment sans vie. Soudain, ils entendirent l'écho de quelque chose de grand s'écrasant au loin. Le sentiment d'inquiétude précédent se transforma en peur, mêlée à une étrange sensation d'être observé. Une convulsion inattendue parcourut le corps de la créature, et soudain, sous leurs cris d'horreur, des créatures commencèrent à sortir des trous dans sa peau, et même de ses nombreuses orbites. Il est difficile de décrire le spectacle répugnant qui se déroulait devant eux.
Ces créatures ressemblaient à des 1000 pattes noires de grande taille. L'un d'eux, le plus gros, émergea par la bouche du cadavre. Et c'est à ce moment dégoûtant que les soldats des forces spéciales ouvrirent le feu. Leur combinaison rendait la fuite presque impossible. C'était comme courir dans un cauchemar où vous ne pouvez pas accélérer, peu importe vos efforts. Les arthropodes les attaquaient. L'un des plus petits 1000 pattes pénétra dans la combinaison d'un des soldats. Pierre le vit entrer dans sa bouche, puis ressortir par son œil. L'un des grands 1000 pattes écrasa la visière d'un autre soldat et lui arracha la tête avec la colonne vertébrale. Pierre courait pour sauver sa vie, pour sauver celle de son ami, car il savait que s'il n'atteignait pas le portail, avant que les créatures ne le traversent, il serait condamné à la destruction par la bombe nucléaire. Il courait également pour sauver l'humanité de ces monstres. C'étaient des créatures de la taille de trains qui sortaient de leur cachette dans la ville sombre. C'est alors qu'ils réalisèrent que les créatures avaient pénétré par les portails détruits. Le chien courut devant tout le monde et atteignit le portail en premier. Louis tomba de son fauteuil lorsque Pierre essayait de le tirer vers le haut des marches. Il craignait le pire, mais les créatures les plus proches d'eux passèrent à toute vitesse, manifestement plus intéressées à traverser le portail qu'à les tuer. Pierre s'accroupit, saisit la main de Louis et Sophie l'aida à le remettre dans son fauteuil. De plus en plus de créatures traversaient le portail, mais il n'y avait aucun signe que la bombe nucléaire avait été activée. « Pourquoi diable n'ont-ils pas fait exploser la bombe ?» cria Pierre, sentant la panique commencer à envahir son esprit. Il n'y avait pas de temps pour ouvrir la visière de son casque ou même pour l'enlever. Pierre frappa de toutes ses forces la visière contre le sol, criant aussi fort qu'il le pouvait, en direction de la sphère. « Faites sauter la bombe, bande de lâches !» Sophie, aidant Pierre à traîner le fauteuil de Louis vers le haut des marches, luttait aussi pour retenir ses larmes. Louis, malgré le danger de mort imminent, gardait un calme impressionnant. « Laisse-moi ici, je ne suis qu'un fardeau », commença-t-il, mais Pierre le coupa sèchement. « Tais-toi, je ne te laisserai pas à ces monstres. » À ce moment-là, 2 soldats des forces spéciales, hurlant de terreur, passèrent en courant à côté d'eux. L'un d'eux réussit à franchir le seuil du portail, mais quelques instants plus tard, son corps décapité fut rejeté de l'autre côté. Soudain, Sophie poussa un cri, et Pierre vit qu'une des créatures avait pénétré dans sa combinaison. La créature se déplaçait rapidement et atteignit bientôt sa tête. Sophie tenta frénétiquement de retirer son casque, mais en vain. La créature perfora son orbite oculaire, s'enfonçant dans son cerveau. Elle commença à saigner abondamment, perdant conscience et roulant en bas des marches. Que Pierre et Louis aient réussi à traverser le portail relevait du miracle. Mais une fois de l'autre côté, ils furent accueillis par un véritable chaos. Le chœur féminin, qui chantait l'hymne il y a à peine quelques minutes, était maintenant déchiré par la panique. Les gardes militaires, n'ayant d'autre option, commencèrent à tirer sur tout ce qui bougeait, désespérés de contenir les créatures qui commençaient à traverser le portail. Les soldats chargés de l'activation de l'arme nucléaire avaient disparu. Probablement, ils avaient déserté leur poste dès que la première créature avait franchi le seuil. Sur le sol, on pouvait voir les corps de plusieurs soldats morts, mais il semblait que le commandement avait quitté les lieux. Des hélicoptères décollaient à l'extérieur, ne laissant aucun doute sur leur sort. Les fragments de la visière de Pierre, brisés par l'impact, lui coupaient maintenant la poitrine, tandis qu'il zigzaguait à travers le chaos, essayant de sauver Louis. Louis,
toujours dans son fauteuil, s'adressa à Pierre par radio. « Dépose-moi près de la bombe, Pierre. Que comptes-tu faire ? » « Il n'y a aucun sens à mourir tous les deux ici, Pierre. Sauve-toi, tu pourras y arriver plus vite sans moi. » Pierre s'arrêta près de la bombe nucléaire, incertain de ce qu'il devait faire. « Ne t'inquiète pas, c'est ma demande. Je vais te donner un peu de temps. Et si elle s'approche trop de moi ?» commença Louis. Mais Pierre l'interrompit. « Louis, je... » « Pas de temps pour les adieux, mon ami. Cours simplement. » Pierre prit une grande inspiration, jeta un dernier regard à son ami, et, les larmes aux yeux, qui brouillaient sa vision, il courut aussi vite qu'il le pouvait. Par miracle, il réussit à grimper dans l'un des hélicoptères qui était sur le point de décoller. À l'intérieur se trouvait la femme d'un des généraux avec son jeune fils, qu'ils avaient apparemment emmené sur le site malgré tous les protocoles. Le garçon avait l'air effrayé, mais le chien, blotti à ses pieds, l'aidait à rester calme. « Tu as sauvé notre chien, petit héros », dit Pierre en essayant de sourire pendant que l'hélicoptère montait dans le ciel. Bientôt, le site en dessous commença à rétrécir alors que l'hélicoptère s'élevait de plus en plus haut. Plus il s'éloignait, plus Pierre s'inquiétait de savoir si Louis avait réussi à activer la bombe. Mais alors, à environ 1,5 km du site, une lumière aveuglante de l'explosion nucléaire inonda tout autour. Pierre avait du mal à se souvenir de ce qui s'était passé ensuite. L'onde de choc frappa l'hélicoptère avec une telle force qu'il perdit le contrôle et disparut dans les nuages provoqués par l'explosion. Pierre se réveilla dans un village reculé en Sibérie, où les médecins locaux lui apprirent que les débris de l'hélicoptère avaient été retrouvés dans un des ravins environnants. Le garçon et le chien avaient miraculeusement survécu, mais sa mère et le pilote avaient péri. Les habitants du village avaient vu le nuage en forme de champignon, mais personne d'autre ne pouvait observer l'explosion en raison de l'éloignement du site. Cependant, peu de temps après, des niveaux de radiation accrus furent détectés en Scandinavie. Naturellement, le gouvernement resta silencieux sur les causes de l'incident, et Pierre espérait également que tout rentrerait dans l'ordre et qu'ils avaient réussi à éviter une extinction massive sur Terre. Cependant, une semaine plus tôt, il apprit que le chien Alena, qui avait traversé le portail avec eux et était resté avec le garçon, avait soudainement perdu un œil et était décédé peu de temps après. Mais ce n'était pas le seul cas. Quelques jours plus tard, des animaux morts furent retrouvés dans la région. Les autorités attribuèrent cela à une maladie inconnue ou à un étrange virus touchant les animaux. Mais tout changea lorsque le premier être humain mourut de la même manière. Un conducteur de bus scolaire fut retrouvé sur l'autoroute, ses yeux manquants et sa cage thoracique éclatée, comme si quelque chose avait éclaté de l'intérieur. Et après lui, d'autres suivirent. De plus en plus de personnes commençaient à mourir de cette mort effroyable. Pierre sentait que quelque chose de terrible avait traversé le portail avec eux. Quelque chose qui maintenant se propageait sur la Terre. Ce n'était plus seulement un secret scientifique ou militaire. C'était une menace qui grandissait chaque jour, et il savait que si rien n'était fait, cela pourrait bien être le début de la fin pour l'humanité.